Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver enfin pour un nouvel épisode. C'est vrai que ça faisait un petit moment que cela n'était pas arrivé, et entre-temps je recevais pas mal de messages d'auditeurs venant en nouvelles, et c'est précisément ce que je vais faire aujourd'hui dans cet épisode, à savoir vous donner des nouvelles, et faire un petit bilan horloger, et peut-être un peu plus personnel de ces derniers mois, avant de reprendre avec un rythme plus soutenu. Allez, on y va. Donc, la première chose qui m'a tenu un petit peu à l'écart, c'était l'écriture d'un livre. Alors, c'est un livre que j'ai sorti il y a maintenant quelques mois sur les montres, sur l'investissement plutôt d'un point de vue collectionneur sur les montres. Le titre, c'est Invest in Watches, The Art of Watch Collecting. Donc, vous l'avez entendu en anglais. L'idée pour moi était de pouvoir partager ça avec le plus grand nombre. Et comme je vous le disais à l'instant, parler d'investissement donc dans les montres, qui est un thème et un sujet qu'on entend très régulièrement repris à la fois dans les médias mais aussi au sein des collectionneurs. Mais voilà, traiter ce thème peut-être avec mon prisme, un petit peu moins centré exclusivement sur l'aspect purement financier, parce que d'après moi, c'est peut-être l'aspect le moins intéressant de cette thématique-là, et au contraire, l'expliquer davantage du point de vue d'un collectionneur, expliquer voilà pourquoi, enfin quel est ce phénomène, quels sont les modèles qui créent ce phénomène, pourquoi ce phénomène existe, ce qu'il faut d'après moi en penser, comment aborder un petit peu tout ça et comment se monter une collection de montres qui non seulement pour apprendre de la valeur, c'est jamais une mauvaise chose et je vais pas m'en cacher, mais de façon encore plus importante pour moi, voilà, monter une collection qui va vous procurer du plaisir au-delà de l'aspect purement financier. Donc voilà, c'était un projet d'écriture que j'ai commencé il y a plus de 2 ans maintenant. Ça m'a pris donc pas mal de temps, mais voilà, c'est normal dans le sens où c'était pour moi un projet que je faisais sur le côté. C'était évidemment pas ce à quoi je consacrais l'intégralité de mon temps. Puis j'avais aucune pression de temps ou autre. C'était voilà un projet que je souhaitais mener à bien, et j'ai pris le temps qu'il fallait pour en faire quelque chose de bien, en tout cas qui me plaise. Et donc voilà, je l'ai sorti, et je peux maintenant reprendre une activité un petit peu plus normale. Je ferai un épisode dédié sur cette thématique de l'investissement en horlogerie. Je pense que le fait d'écrire le livre m'a encore inspiré davantage dans ce thème. Il y avait un moment où moi-même j'étais presque obligé d'arrêter d'écrire, dans le sens où une idée en amenait une autre, parler d'un modèle me donnait envie de parler d'un autre, et ainsi de suite. Et voilà, je me suis forcé à mettre un terme un petit peu à cette dynamique-là pour finir le livre, parce que ça serait presque une forme de procrastination de continuer comme ça à écrire et sans finir avec un livre entièrement écrit, finalisé, publié, ce qui est donc le cas maintenant. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. En parlant d'épisode, la publication de ce livre a été l'occasion pour moi de participer à un podcast, celui de La Martingale de Mathieu Stéphanie, qui est un podcast qui parle d'investissement au sens large. Ça peut être immobilier, comme là ça l'était pour les montres. Et voilà, j'ai eu le plaisir de participer à un épisode il y a quelques mois, justement pour la sortie du livre. Je vous mettrai aussi le lien dans les notes. C'est un podcast que j'écoutais pas mal à titre personnel. Moi, j'écoute finalement peu de podcasts, malgré le fait que j'en tienne un moi-même. J'ai pas toujours énormément de temps à consacrer, parce que j'ai toujours cette écoute un petit peu active où il faut que je note des choses. J'ai du mal un petit peu à écouter des podcasts en faisant une autre activité, et voilà, il faut avoir le temps à consacrer sur une écoute où on va prendre des notes, etc.
Et voilà, la martingale fait partie de ces podcasts-là que j'écoute régulièrement. Alors j'aime bien rechercher une thématique liée à l'investissement, et je suis sûr qu'il y aura parmi les 150 et quelques épisodes que Mathieu a fait, il y aura, je suis sûr, un épisode qui traitera de cette thématique liée à l'investissement, et je l'utilise un peu presque comme une sorte de moteur de recherche sur des thématiques un petit peu financières qui peuvent m'intéresser. Il y avait eu d'ailleurs d'autres épisodes sur les montres, très intéressants aussi, que je vous encourage évidemment à écouter. Et voilà. Un autre projet aussi qui m'a tenu pas mal occupé, c'est un site, une application que j'ai lancé là aussi il y a quelques mois, qui s'appelle Watch Auction HQ, qui est une base de données de résultats de vente aux enchères de montres. C'est à ma connaissance la seule, on a actuellement plus de 20 000 résultats de vente aux enchères dessus, donc elle est particulièrement complète. Et finalement, c'est parti d'un besoin que j'avais moi-même ces derniers mois, ces dernières années. Je me suis de plus en plus intéressé aux ventes aux enchères comme manière à la fois d'acquérir des nouvelles montres, mais aussi tout simplement de nourrir ma passion sur les montres. C'est aux ventes aux enchères qu'on a souvent les plus belles montres qui vont sortir, quand on est sur des montres vraiment de collection, de provenance exceptionnelle. La plupart de ces belles pièces vont arriver aux enchères, et les catalogues de montres sont exceptionnels de contenu pour apprendre toujours plus sur les montres. Donc j'adore les feuilleter et apprendre énormément via ces catalogues. Et puis ces périodes d'enchères sont aussi des moments exceptionnels pour rencontrer des collectionneurs ou d'autres professionnels autour de cette passion commune pour les montres. J'avais déjà fait plusieurs épisodes dédiés au monde des enchères sur ce podcast. Je vous mettrai aussi, pour ceux que ça intéresse, les liens toujours dans les notes. Mais voilà, c'est quelque chose qui a pris de plus en plus de place, on va dire, dans ma manière d'aborder les montres et la collection horlogère, et donc j'avais ce besoin, moi, d'avoir comme justement une base de données qui me permettrait de savoir quel serait le bon montant pour acheter une montre aux enchères. Et souvent, voilà, le fait d'observer un petit peu les résultats précédents dans le monde entier sur les différentes années écoulées, ça permet d'avoir une bonne idée du prix, en tout cas, j'allais dire, du prix qu'il faut mettre. C'est pas nécessairement ça au pied de la lettre. Si une montre a été vendue en moyenne à tant, est-ce que je vais mettre tant? C'est plus de me dire, voilà, ça c'est une indication sur le prix sur le marché, et en fonction, moi, de comment je me positionne par rapport à cette montre. Est-ce que j'ai envie à tout prix de la sécuriser, donc d'être prêt à payer un petit peu plus que le marché, ou au contraire, voilà, je sais que le marché de temps, c'est pas une montre que c'est une montre que je suis prêt à perdre, et au contraire je cherche à l'avoir en faisant une bonne affaire. Voilà, cette bonne affaire, il faudrait que je mise tant. Et voilà, le fait d'avoir accès à ces données de vente passées, pour moi, est hyper utile pour tout simplement faire mes enchères, et tout simplement suivre aussi le marché. En parlant de marché de vente aux enchères, là j'avais une petite anecdote à raconter là sur une montre de poche que je suivais, sur laquelle je voulais enchérir là ces derniers jours. La vente est passée là il y a quelques jours, et j'avais remarqué, quand j'étais tombé sur le catalogue, que la montre était mise bien plus cher que son prix selon moi. C'est-à-dire qu'elle était estimée entre 12 et 14 000, quand je considère qu'elle devrait être, on va dire, une grande fourchette entre 5 et 10 à peu près. Et donc j'ai quand même regardé la vente. J'allais pas enchérir à ce prix-là, même si c'est une montre que je recherche énormément. Mais voilà, je trouvais que le prix était trop élevé.
mais j'ai quand même suivi la vente par curiosité, et sans grande surprise, j'ai vu qu'elle n'était pas partie. Et donc ce que j'ai fait immédiatement, j'ai envoyé un email à la maison de vente en disant que voilà, que la montre était, que j'avais vu que la montre n'était pas partie, et que j'allais donc moi leur proposer une offre. Je verrai bien si s'ils me répondent et si l'offre sera acceptée ou pas. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai déjà fait dans le passé avec succès, notamment pour une belle pièce vintage. Et voilà, c'est quelque chose aussi que peuvent permettre les enchères, et quelque chose à avoir en tête quand on voit des prix des fois qui semblent trop élevés sur un modèle, notamment sur des modèles un petit peu spécifique où il y aura pas forcément énormément de concurrence et de gens prêts à payer au-dessus du prix du marché. Ben on a cette opportunité que finalement la montre ne soit pas vendue, et plutôt que ça reste sur les bras du vendeur qui était prêt à vendre sa montre via les enchères, ben ça peut toujours être l'opportunité de faire une offre, et avec un peu de chance on peut avoir une pièce finalement bien moins chère que ce qu'on s'attendait à payer. Je vais revenir maintenant sur le podcast, et j'ai eu le plaisir de voir que le podcast avait été mis en avant dans un supplément spécial horlogerie par le quotidien belge Le Soir, qui avait cité quelques podcasts dont celui-ci parmi les podcasts qui comptent dans l'industrie horlogère. Et pour moi c'était une reconnaissance assez sympathique, dans la mesure où ça faisait déjà quelques temps que je n'avais pas enregistré, ou plutôt publié de nouveaux épisodes. J'en ai quelques-uns enregistrés sous le coude, mais voilà, j'attendais d'être prêt pour reprendre ça de façon un petit peu plus régulière avant d'envoyer tous les épisodes. Mais voilà, ça faisait en tout cas un moment que je n'avais pas été actif, et c'était un plaisir pour moi de voir que je figurais dans ce supplément-là. C'est un petit peu comme ça me faisait penser. Je connaissais le soir de nom, comme un grand titre de la presse francophone, et ça me faisait penser, quand je suis tombé sur ce supplément horloger là, un petit peu au supplément horloger qu'on peut avoir des fois avec Le Point, ou ce genre de publication là, où il me semble chaque année ils doivent faire leur supplément horloger. C'est un petit peu le même genre de publication. J'ai aussi décidé de mettre en avant le podcast aussi sur YouTube. C'est quelque chose qui m'a été demandé plusieurs fois, et j'ai commencé donc là à mettre petit à petit tout le catalogue d'épisodes que j'avais accumulé depuis les années, et les publier sur YouTube. Donc pour ceux qui préfèrent écouter via YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous cherchez Répétition Minute, vous devriez tomber dessus. Et puis vous pouvez, voilà, tous les prochains épisodes vont commencer à être publiés une fois que j'aurai réussi à publier tous les précédents, ce qui devrait être réalisé dans les prochains jours. Et puis je serais curieux de voir un petit peu comment ça va prendre un petit peu là-dessus. Je vois les chiffres d'audience qui sont toujours très élevés sur Spotify et Apple Podcast, etc. Enfin les plateformes d'écoute de podcast, malgré le fait que j'avais pas publié depuis quelque temps. Et je serais curieux de voir un petit peu comment ça va prendre sur YouTube, qui est quand même une bête un petit peu différente à apprivoiser, surtout quand on sort de nulle part comme ça, et qu'on démarre de zéro. Mais voilà, je le fais sans attente particulière. C'est juste pour moi l'occasion de proposer une plateforme supplémentaire sans beaucoup plus d'efforts de mon côté, et pour ceux pour qui ça pourrait être un petit peu plus pratique dans leur façon d'écouter les podcasts. Et puis ces derniers mois, c'était aussi l'occasion pour moi un petit peu d'avoir un petit peu une nouvelle réflexion sur ma collection, et voilà la manière que je peux avoir d'acheter de nouvelles montres. Et j'ai toujours essayé de faire attention à pas accumuler pour accumuler. Alors j'ai ce défaut, je pense, très commun auprès des collectionneurs, qui est précisément de collectionner, et donc d'une certaine manière d'accumuler. J'ai plus cette naïveté de me dire je vais m'acheter une montre qui sera la seule que je porterai tous les jours, la seule et l'unique.
Je crois que naïvement, quand j'ai commencé, je croyais un petit peu à ces choses-là, mais voilà, j'ai force été de constater que ça n'allait pas se produire pour moi et fonctionner comme ça pour moi. Et j'ai été davantage à l'aise avec l'idée, voilà, d'avoir plusieurs mondes, de prendre du plaisir de passer de l'une à l'autre, d'en apprécier une pour des raisons spécifiques. Qui serait différent d'une seconde montre qui elle-même apporterait d'autres choses, d'autres qualités entre guillemets. Et voilà, petit à petit, j'ai commencé à rajouter montre après montre dans ma collection, et jusqu'à arriver à un moment où je me suis dit bah tiens, il faut que je fasse très attention sur les montres que je vais rajouter, parce qu'il faut pas que ça soit une montre qui va soit pas être portée, parce que toutes les montres que j'achète sont pour être portées au quotidien, ou à l'inverse qu'elle éclipse une montre que j'aimais avant, ou si tel serait le cas, alors dans ce cas-là il faudrait que je me sépare de la prochaine montre. Mais voilà, je pense que la conclusion à laquelle j'aboutis, c'est que j'ai pas de souci à avoir beaucoup entre guillemets de montres dès lors que je les porte, que je les apprécie, que je les porte tout simplement. Si c'est avoir des montres qui dorment dans des tiroirs, là je m'en voudrais, indépendamment du montant. Ça peut être une montre tout à fait entrée de gamme, comme une montre d'un montant un peu plus élevé. Pour moi, ce qui est important, c'est de lui rendre justice d'une certaine manière, et de prendre plaisir à la porter. Et voilà, ça c'est important pour moi. J'ai aussi réalisé que avec l'évolution du marché, il devenait très dur pour moi, mais comme tout le monde finalement, d'acheter des montres neuves. Ou plutôt il faut que je m'en explique, c'est-à-dire que c'est pas dur en soi d'acheter des montres neuves, mais l'expérience d'achat des montres neuves est complètement différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ce depuis quelques années, on peut plus aller en boutique pour la plupart des marques, enfin un certain nombre de marques, et notamment les belles marques, on va dire, et notamment sur leurs modèles les plus populaires. Il est impossible, et vous le savez bien, on en a déjà parlé dans ce podcast, d'aller en boutique et puis te dire bonjour, je voudrais telle montre, et repartir avec. À l'époque, c'était tout à fait possible. Même les montres les plus recherchées aujourd'hui pouvaient s'acheter à l'époque le jour même, voire même avec un rabais conséquent pour certains modèles. Je m'en rappelle encore, et j'ai pu avoir ce plaisir aussi. Mais voilà, aujourd'hui, c'est plus du tout possible. Et là où moi ça me dérange en tant que collectionneur, c'est qu'à l'époque, j'aimais bien me dire, cette montre, voilà, pour laquelle j'ai économisé des mois, des années, je vais me l'acheter pour une occasion précise. Je vais y aller pour célébrer une chose précise, ou alors pour commémorer un anniversaire, par exemple. J'ai acheté plusieurs montres le jour de mon anniversaire, et pour moi, c'était très important d'avoir la facture, les papiers, tout ça daté avec ma date d'anniversaire, ce qui est quasiment impossible à faire aujourd'hui avec du neuf. Ça m'était arrivé il y a un an ou deux avec une jolie montre, où on m'a appelé pour me dire que la montre était finalement disponible, et je leur ai dit pas de souci, je vous la règle tout de suite. En revanche, je viendrai la chercher dans un mois ou deux, le jour de mon anniversaire. Mais on perd ce côté un petit peu plus peut-être spontané, et on rentre très vite dans des sortes de calculs. Alors si je me mets maintenant sur liste, quand est-ce que je pourrais l'avoir, etc. Mais qu'est-ce qui se passe si je suis sur une seconde liste pour un autre modèle d'une autre marque et que les deux tombent en même temps? Enfin voilà, ça crée tout un tas de situations qui pour moi sont presque désagréables, et qui enlèvent une partie du plaisir, ou dans lesquelles je me retrouve peut-être un petit peu moins en tant que collectionneur. Et du coup mon attention en tant que collectionneur a commencé à se déporter un petit peu plus sur le vintage. Alors j'ai toujours aimé les montres vintage, j'aime toujours aussi aujourd'hui les montres modernes, mais voilà, je les apprécie les deux pour des façons, pour des aspects un petit peu différents. On va dire que pour moi le vintage aura souvent davantage de charme, de cachet, de chaleur, d'exclusivité peut-être un peu aussi. Et à l'inverse, le moderne, pour moi, ça va m'apporter une espèce de tranquillité quand je la porte au poignet, en sachant que voilà, je vais pas
l'abîmer, elle est moins fragile, elle est moins précieuse d'une certaine manière. Je sais que je peux faire plus de choses avec. Ça va dépendre des modèles évidemment, mais de façon générale, voilà, une montre vintage va me donner un petit peu plus de sécurité. Alors je parle pas du tout de l'aspect recrudescence des vols, etc., qui est un fléau et qui touche de plus en plus les montres aujourd'hui, vintage ou moderne d'ailleurs. Mais voilà, je mets ça de côté. Mais je parle vraiment plus de sécurité dans le sens où je vais pas l'abîmer si jamais je la cogne malencontreusement contre mon bureau ou que sais-je. Je vais pas être paniqué instantanément. Et puis voilà, c'est des montres qui vont me donner peut-être plus de garantie en termes de précision, etc. Donc voilà, qui sont tout simplement plus robustes. Et c'est ça qui va me plaire peut-être davantage sur le moderne. Et puis voilà, comme je vous le disais, le vintage peut-être pour cette touche de charme en plus. Et finalement avec l'évolution du marché des comportements, je me rends compte que le vintage amène quelque chose de différent. C'est-à-dire que là, les montres vintage vont être disponibles en magasin tout de suite, d'une certaine manière. L'assortiment, il est renouvelé très très régulièrement. C'est-à-dire que on ne sait jamais un petit peu ce qui va arriver en vintage, que ça soit auprès d'un revendeur qui a pignon sur rue, que ça soit en ligne sur, je dis n'importe quoi, Watchfinder, Chrono24, Chronext, tout ce genre de sites-là. Même des sites comme eBay, que ça soit les ventes aux enchères. Il y a un petit peu ce côté aventure, découverte qui est très sympa et qui me plaît beaucoup. Il y a aussi plus de recherche qui est associée avec le vintage, pas seulement pour trouver un modèle en particulier que je rechercherai, mais aussi quand on tombe sur un modèle qu'on connaîtrait peut-être pas forcément bien ou du tout, et voilà, de faire cette recherche pour en apprendre davantage sur le modèle, voir ce qu'il faut, soit quoi il faut faire attention, et décider ou non de l'acheter. Donc voilà, il y a ce côté peut-être un petit peu plus ludique, aventure entre guillemets. On se comprend, ça reste des montres, mais voilà, il y a quand même ce côté un petit peu plus presque fun qu'on peut avoir avec le vintage, qu'on a finalement moins avec le moderne. Et voilà, sur lequel par la force des choses, j'ai passé un petit peu plus de temps, et peut-être que mes dernières acquisitions horlogères étaient finalement plus orientées vintage que moderne, mais d'une certaine manière presque par la force des choses, parce que si on m'appelait un petit peu plus souvent sur certaines montres pour lesquelles je suis en liste d'attente, j'aurais à ce moment peut-être un petit peu plus de montres modernes dans les dernières acquisitions. Et puis voilà, ça me donne l'occasion de partager une petite histoire d'une découverte, d'une montre, la dernière que j'ai eu le plaisir d'acheter il y a quelques semaines de ça, quelques mois. C'est une montre vintage des années 70, de 75 en l'occurrence, qui est une montre en acier de chez Vacheron Constantin, avec un cadran qui est particulièrement rare et unique, puisqu'il était fait en titane, ce qui était la seule et là aussi unique fois que Vacheron a fait un cadran en titane de toute son histoire. Et cette montre-là, c'était... je suis tombé dessus par hasard, et j'ai pu voilà, je la connaissais pas, je savais pas du tout qu'un tel modèle existe. Je pense que peu de gens savaient qu'un modèle comme celui-ci existe, et voilà, c'était un petit peu la découverte qui a fait l'opportunité qui a fait cette occasion, et voilà, j'ai pas hésité longtemps pour avoir cette montre là. Et voilà, il y a ce côté vraiment découverte que on ne peut retrouver que dans le vintage. Et cette montre là a maintenant 48 ans, et quand on la voit visuellement, elle semble très très moderne. On pourrait pas imaginer qu'elle a presque un demi-siècle. Alors elle est en très bon état, mais en dehors de son état même, on va dire sur les codes esthétiques, le design sont finalement très très contemporains. Alors pour ceux que ça intéresse, je l'ai posté sur mon Instagram là il y a quelques jours. Donc c'est ça les limites du podcast, on peut pas partager de visuels. Et donc voilà, je vous invite à aller la découvrir sur Instagram si vous êtes curieux. C'est vraiment une pièce qui est différente de ce qu'on pouvait imaginer quand on dit voilà, j'ai acheté une montre Vacheron Constantin vintage.
Et voilà, ça va faire aussi 10 ans à la fin de l'année que je travaille dans cette industrie horlogère. J'aurai l'occasion de faire un épisode vraiment dédié à un petit peu à ce que j'ai appris moi du point de vue peut-être un peu plus du professionnel et pas seulement du collectionneur, en ayant nourri ma passion de l'autre côté du miroir d'une certaine manière. Je trouve que les deux se complètent particulièrement bien. Et voilà, je réalise que ça va faire 10 ans bientôt que je suis dans cette industrie avec toujours la même passion. Et à la fin du mois, ça sera pour moi donc le 9e Watches and Wonders, donc le salon horloger qui a lieu cette année du 27 mars au 2 avril, qui s'appelait anciennement le SIHH. Et c'était quand j'avais démarré ma carrière dans l'industrie, le premier événement auquel j'ai participé, à peine un mois après avoir signé mon contrat, c'était le SIHH donc. Et c'était pour moi c'était une découverte exceptionnelle. C'était vraiment un événement, et c'est toujours le cas aujourd'hui, qui est hyper bien organisé, dans lequel on voit énormément de montres, les plus belles marques sont réunies. C'est encore plus le cas maintenant. Mais voilà, c'est un petit peu une sorte de mec, un moment obligatoire, je pense, pour tout passionné qui a l'occasion de venir. Et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que cette année, contrairement aux années précédentes, il y aura 2 jours. Si je dis pas de bêtises, ce sont les 2 derniers jours pendant le week-end là du salon qui sont ouverts au public, ce qui était pas vraiment le cas les années précédentes. Alors il y a eu des éditions où c'était une demi-journée qui était ouverte au public ou une seule journée, mais là vous aurez 2 jours entièrement ouvert au public, et voilà, pour ceux qui sont dans le coin, donc à Genève, ou ceux qui auraient l'envie de passer un week-end en Suisse. En plus en ce moment il fait de plus en plus beau, donc c'est vraiment une des meilleures périodes de l'année pour découvrir cette belle ville et ce pays magnifique. Ça peut être l'occasion pour vous de vous faire un week-end et puis de voir plein de belles nouveautés. C'est un peu quand j'en parle à des personnes qui connaissent pas cet événement, j'aime bien dire que c'est un petit peu la Fashion Week pour l'horlogerie. Et là tous les grands noms sont réunis, parce qu'on parle de Rolex, Patek Philippe, Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre, Cartier, Lange, Piaget, Zénith, Ulysse Nardin, enfin il y a Ferdinand Berthoud, il y a vraiment Hermès, Hublot, il y a tout le monde ou presque. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que quelques marques qui ne font pas partie du salon ou qui en sont parties. Je pense à Audemars Piguet par exemple, et puis des plus petites marques indépendantes ou un peu plus confidentielles qui ne font peut-être pas partie du salon, mais qui profitent du fait que il y a un énorme afflux de collectionneurs, de presse, de professionnels, etc. Autour de Genève pour créer leur propre événement ou leur événement, leur fête, leur soirée, etc. À côté durant cette semaine. Donc c'est une semaine qui est très chargée en horlogerie, mais qui est pour moi très très agréable, et que je vous invite à découvrir. Je pense que j'aurai plaisir à faire une rétrospective aussi de cet événement, de vous partager un petit peu mes impressions début avril, dès que l'événement aura touché à sa fin. Et maintenant c'est cet épisode qui touche lui à sa fin. Donc je vous dis à très vite avec un prochain épisode. Il y a plein de choses intéressantes qui arrivent très très prochainement, et que je me réjouis de partager avec vous, bien sûr. À bientôt. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme, et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.